Et mon invité ce soir, c'est Philippe Michel Kleisbauer. Bonsoir et Bonsoir. bienvenue. Vous êtes député Modem du Var, 5e Oui. circonscription. On va regarder ensemble la photo de famille, puisqu'elle date d'aujourd'hui. La traditionnelle photo de famille du nouveau gouvernement, qui n'est pas vraiment traditionnelle. Regardez. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'elle vous plaît? Est-ce qu'elle est novatrice? Oui, elle est très belle. Elle est très belle, cette position du président de la République au centre de son équipe. On dit beaucoup, on dit très long sur la nouvelle philosophie, sa façon d'aborder le mandat, de retrouver quelqu'un d'aussi brillant et compétent que Nicolas Hulot au premier rang. Je pense que je ne suis pas le seul à apprécier. Et le fait qu'on ait une parité absolue, que ce soit un gouvernement de techniciens, de gens câblés et cérébrés, je pense qu'on va encore plus loin dans ce qu'on avait pu voir avec le dernier gouvernement, où on avait des gens qui étaient très techniques. Je pense à M. Cazeneuve, je pense aussi à M. Le Drian ou d'autres qui étaient très à l'aise dans leurs fonctions et très opérationnels. Je crois que là, le président de la République et son Premier ministre, Édouard Philippe, ont voulu que l'ensemble du gouvernement donne cette image, c'est-à-dire des gens au travail et sobres, compétents. Donc le casting vous plaît? Oui. Les deux ministres Modem, j'imagine, vous plaisent? Oui. 3 contre 2, 3 sortants, 2 entrants, ça vous va? Peu importe, on n'est pas là pour faire une comptabilité, c'est pas du marchandage. Nous sommes inscrits dans cette majorité présidentielle. Nous allons soutenir le président de la République dans son contrat qu'il a passé avec la nation sur les 6 grands chantiers qu'il a proposés lors de cette élection présidentielle, plus la cause nationale de l'égalité femmes-hommes. Et aucune de nos voix ne lui manquera pendant l'exercice de ce mandat sur cet objectif qu'il s'est fixé avec les Français. Ça aurait été le cas s'il n'y avait pas eu de ministre Modem? Non, ça aurait été le cas même sans aucun ministre Modem. Nous avons passé une alliance pour l'aider. Le président Bayrou a fait un acte d'abnégation au mois de février en se retirant de la course présidentielle dans laquelle certains voulaient le pousser. De manière Il en a fait un autre là en démissionnant du gouvernement? Absolument, magnifique. À nouveau un sacrifice parce qu'il a toujours fait passer l'intérêt de la France avant son intérêt propre. Il s'est toujours battu sur le plan des idées. Aujourd'hui, on est sur une problématique d'un dossier technique d'examen de contrat de travail à temps partiel qui va donner lieu à des débats techniques au cours d'une enquête qui ne nous pose pas de problème à nous, qui ne lui pose pas de problème à lui, mais qui, d'un point de vue médiatique, fait un peu de bruit et ça gêne l'action du gouvernement. Alors, on va reparler de cette affaire, évidemment, dans un instant. Je voudrais qu'on termine sur le gouvernement, puisqu'on était sur la photo de famille. C'est vrai que Geneviève Darrieussecq a appris sa nomination à la télévision? Je ne sais pas. Je crois l'avoir vu. Cette histoire? Moi, je crois l'avoir vue un peu plus tôt et elle sentait que ça allait arriver. Elle a rencontré le Premier ministre et de toute façon, en étant maire de Mont-de-Marsan, elle était déjà d'elle-même préparée aux fonctions qu'elle reçoit aujourd'hui, ces nobles fonctions de secrétaire d'État à la Défense, parce que la proximité avec la base très opérationnelle que nous avons à Mont-de-Marsan l'a préparée dans ses fonctions. Elle n'était pas si surprise que ça? Non, c'est quelqu'un de très compétent et qui est capable de s'adapter à l'instant T. Donc, nul doute qu'elle sera performante là où elle est. Elle va faire quoi précisément, vous le savez? Je n'ai pas la feuille de route que le Premier ministre et son ministre lui ont donnée, mais nul doute qu'elle sera très efficace dans ce poste. Parce que ni elle, ni Jacqueline Gourault, ni d'ailleurs 7 des secrétaires d'État n'ont d'attribution particulière. Vous y voyez une manière de concurrencer le ministre de tutelle, de le surveiller? Comment vous interprétez ça? Non, au contraire, c'est des délégations. C'est le ministre du tutelle qui va, dans ses attributions, va pouvoir déléguer à des femmes et des hommes, mais des femmes surtout très compétentes et qui sont capables, vous l'êtes toutes, de faire plusieurs choses à la fois et de passer d'une activité à une autre. Donc je pense que leur compétence leur permettra d'être très performantes et tout le monde s'en rendra compte, discrète, performante à l'œuvre. Je pense que... Qu'elles vont le démontrer. Alors, vous parliez du deuxième sacrifice de François Bayrou, tel que vous l'avez qualifié. D'après un sondage Odoxa pour le Figaro, 81% des personnes interrogées approuvent ce geste, sont satisfaites de la démission et de François Bayrou et de Marielle de Sarnez. Jean-Christophe Lagarde, lui, le patron de l'UDI, il parle d'une présomption de culpabilité. Il dénonce une présomption de culpabilité. Moi, je trouve ça... superfétatoire. C'est-à-dire que dans le droit français, c'est pas parce qu'on va se retirer d'une action pour se préparer en homme libre à se défendre, et on en a vu d'autres dans le passé politique, que ça fait une présomption de culpabilité. C'est surtout une forte présomption de vouloir épargner le gouvernement et l'action du président de la République, nous avons vu à l'instant, de toutes attaques basses et qui détourneraient l'attention des gens du fond. Et François Bayrou, comme vous l'avez dit, avait fait un bel acte d'abnégation quand il s'est retiré du jeu présidentiel pour soutenir le président. C'est pas moi. Je l'ai dit et vous l'avez relevé. C'est apporter son alliance et tout son poids au président de la République. Et ça aurait été contre-productif qu'il ne fasse pas la même chose aujourd'hui. Et son but, c'est de laisser le temps de cette enquête
se poursuivre pour ensuite venir très fortement à nouveau dans le débat. Et de toute façon, il va y rester avec le groupe parlementaire. Au gouvernement, c'est possible? Non, il va rester déjà à la tâche du groupe parlementaire qu'il constitue, qui est resserré, qui est technique lui aussi, qui est soudé, très soudé derrière lui, comme un seul homme. Derrière lui, mais pas vraiment derrière Marielle de Sarnez, apparemment, dont la présidence est contestée. C'est pas la présidence qui est contestée, c'est que nous avions d'autres noms dans les rangs, et cette question sera abordée et tranchée lundi ou mardi, mais il n'y a aucune concurrence entre personnes, et l'unanimité sera là sur quelle que soit la candidature. Donc ce ne sera pas forcément Marielle de Sarnez? Tous ceux qui étaient, nous verrons ce qu'il en sortira en début de semaine prochaine, nous avons un séminaire ce week-end pour en parler. Une chose est sûre, c'est que tous ceux qui étaient hier présents dans la réunion du groupe MoDem sont tous unis derrière le président François Bayrou, et y compris derrière Marielle de Sarnez. Et tout le groupe aura affirmé leur émotion face à la situation, puisque c'est sûr que c'est injuste de devoir abandonner ou faire un sacrifice quand on est fort dans sa probité, parce qu'on n'a pas d'affaire de détournement de fonds publics ou d'enrichissement personnel ou d'enrichissement sans cause. On est vraiment sur l'interprétation de clauses, de contrats à durée déterminée, avec des règlements d'assemblée qui font foi. Donc on est vraiment dans un débat technique. On va y venir dans un instant. J'ai encore une question avant. Marielle de Sarnez, vous le disiez, elle n'est pas contestée. Tout le monde est derrière François Bayrou et Marielle de Sarnez. Et on dit pourtant qu'il y en a 5 ou 6 parmi vous qui pourraient être tentés de rejoindre la République En Marche et quitter le groupe du MoDem. Alors je ne les ai pas vus, ceux-là. Du moins, on devait être 42 ou 45 hier. Les 3 qui étaient absents, c'était pour des raisons médicales ou d'éloignement qui étaient vraiment justifiées. Qu'il y en ait qui aient fait preuve d'état d'âme, ça pourrait exister. Mais franchement, si François Bayrou n'avait pas été ferme pour que cette liste des 50 nominés, que nous avons été 50 investis, nous ne serions pas là, nous lui devons. Et de la même manière que s'il n'y avait pas eu le président Macron pour nous guider et nous amener vers la victoire, nous ne serions pas là non plus. Donc nous allons rester fidèles à François Bayrou et tous très présents dans la majorité présidentielle. Lors de la passation de pouvoir ce matin, François Bayrou a prévenu sa successeur qu'elle rencontrerait des résistances face à la loi de moralisation de la vie publique. Vous qui êtes proche de lui, est-ce qu'il est frustré? Est-ce qu'il ressent de l'amertume de ne pas accompagner cette loi qu'il a voulu et qui était la condition de son ralliement à Emmanuel Macron? Il est possible qu'il soit animé d'un tel sentiment. En tout cas, il ne l'a pas montré. En vrai chef et en grand chef, quand il nous a réunis hier, il nous a fait comprendre toute cette émotion qu'il avait eue, aller jusqu'au bout du travail avec les collaborateurs et les présidents de partis politiques et toutes les personnes qu'il a reçues et consultées pour faire ce texte, qu'il a tenu à le mener jusqu'au bout, parce que c'est un vrai gros projet qui est le cœur du projet politique du MoDem depuis sa création en 2007. Et il a peut-être ce sentiment, mais franchement, un vrai chef, et c'est pour ça que l'ensemble du groupe MoDem sera soudé derrière lui, parce que nous voulons au Parlement défendre ce projet à laquelle il a mis la main à la pâte jusqu'à la dernière virgule et au dernier instant. Alors, il a dit qu'il avait demandé, quand il était garde des Sceaux, à ne pas être tenu au courant de l'évolution de l'enquête sur le MoDem. Et en même temps, lors de sa conférence de presse hier, il a dit que son nom n'était absolument pas cité jusqu'ici dans cette enquête. Comment peut-il le savoir s'il n'a pas été tenu au courant de l'enquête? Je ne peux pas répondre ni à la place des uns ni à la place des autres. Je ne suis pas enquêteur, je ne suis pas dans le secret ni dans le ministère de la Justice. Une chose est certaine, c'est que quand on sait sur quoi se porte l'enquête, pour l'instant, elle se porte sur des éléments techniques. C'est ce que je vous ai dit à plusieurs reprises. Donc au stade de l'enquête, à mon avis, forcément, ça ne doit pas aller au-delà. On est dans la rédaction de contrats de travail, on est dans l'interprétation de textes, de règlements intérieurs du Parlement européen qui étaient de telle manière rédigés au moment où les actes et les contrats ont été signés. Franchement, on est dans une affaire très technique. Je ne pense pas que les qualificatifs d'emploi fictif tiennent à la fin de la procédure. Franchement. C'est pas le sujet d'ailleurs. Ouais, le problème, c'est pas des emplois fictifs. On l'a entendu beaucoup ici ou là. On a été accusés. L'aile droite du LR nous a attaqué là-dessus. L'aile gauche du PS nous a attaqué là-dessus. C'est ce qui nous a bien fait comprendre qu'à travers nous, c'était le président de la République que l'on cherchait à déstabiliser. Parce qu'on le voit un peu partout, certains s'inquiètent de cette hégémonie du groupe LREM à l'Assemblée nationale et de cette velléité du président d'aller très vite et d'avancer sur des sujets très importants. Donc certains essayent de dire, mais regardez, il ne montre pas l'exemple. Or c'est faux, on n'est pas dans les cas de figure qui ont secoué l'actualité dans les mois de cette campagne. Il ne s'agit pas d'emplois fictifs, il s'agit d'emplois de salariés du parti du MoDem qui seraient payés en partie ou par le Parlement européen parce qu'ils auraient été détachés auprès de certains eurodéputés du MoDem. Oui. Moi, j'ai dans ma vie... Le qualificatif d'emploi fictif n'est pas retenu. J'ai dans ma vie été assistant parlementaire.
Et j'ai eu l'occasion de me rendre dans le parti politique et dans les permanences des élus pour expliquer. Nous sommes la continuité, les collaborateurs sont la continuité de l'action de leurs parlementaires pour que les cadres des partis politiques, lesquels partis politiques sont inscrits dans la Constitution française comme contribuant à la vie politique française. Et à partir de là, c'est normal qu'on se rende dans des endroits pour permettre à nos cadres de propager cette parole. Mais en sens inverse. Par le Parlement européen, même s'ils n'y mettent pas les pieds ? Ils peuvent être payés par le Parlement européen et travailler pour l'Europe là où ils sont, surtout sur un parti qui s'est toujours battu pour l'Europe. Alors, est-ce que c'est un hasard, à votre avis, que l'ancien salarié du Modem, qui a témoigné et qui est à l'origine de ce signalement à la justice dans cette affaire, qu'on soit entendu aujourd'hui, au lendemain de la démission de François Bayrou ? Il n'y a pas de hasard, il y a un calendrier, il y a une enquête qui est en cours. Et je crois que le mieux, c'est de laisser faire la justice tranquillement. Nous sommes très sereins. Et nous sommes très soudés derrière François Bayrou et Marielle de Sarnez. Il n'y a pas l'ombre d'un doute sur le fait que nous sommes clairs sur l'issue de cette affaire. Et s'il y avait un dysfonctionnement, disons-le comme ça, est-ce qu'il est possible que François Bayrou n'était pas au courant ? Écoutez, quand on préside une formation comme une entreprise, comme toute entreprise que l'on peut diriger, il peut y arriver qu'il y ait des choses sur lesquelles on ne soit pas informé. Oui, ça peut arriver. Parce qu'il paraît que François Bayrou et Marielle de Sarnez décident de tout et connaissent absolument tout ce qui se passe. Oui, on peut décider de tout. Mais vous savez, s'il existe des juges des contrats, s'il existe des avocats qui réexaminent les contrats dans des procédures, c'est parce que nous sommes tous amenés dans nos vies à signer à un moment donné des choses et dont on a besoin, des fois, quand malheureusement on est un différend, à les relire. Et c'est là où on découvre des choses entre certaines clauses ou des rédactions. Vous savez, des fois, la plupart des rédacteurs des contrats utilisent des matrices dans des bibliothèques de matrices et puis c'est à la lecture que les professionnels du droit se rendent compte souvent qu'il y a des erreurs ou des coquilles qui ont été reproduites à l'infini. Donc les erreurs sont toujours possibles, elles existent. C'est la raison pour laquelle tranquillement et sereinement la justice interroge qui elle a interrogé, peut mener son enquête. Le Modem a fourni des tas de pièces à la justice, elle a tout fourni, y compris à vos confrères, puisque Libération a pu faire un dossier de 5 ou 6 pages sur la base d'éléments qui étaient fournis par le Modem, sur les contrats de travail. Donc à partir de là, il n'y a rien à cacher, tout le monde va faire son travail et nous aurons une issue et on sera tous informés bien évidemment de ça et il n'y a pas de souci pour nous là-dessus. Thierry Solère a proposé de supprimer l'immunité parlementaire. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense qu'aujourd'hui, on est dans une surenchère sur ces questions de la moralisation de la vie publique qui est normale. Et qu'il va falloir à un moment donné arrêter. Moi, qu'il y ait une immunité parlementaire ou qu'il n'y en ait pas, à titre personnel, ça ne va pas me gêner. Eu égard à l'histoire, on comprend pourquoi à des moments de l'histoire elle a été créée. Ça pourrait être une des dernières mesures que l'on prendrait. Mais il faudrait qu'à un moment donné, on trouve une limite à tout ce que l'on fait, de manière à ne pas aller trop loin, de ne pas tomber non plus dans les populismes de bas étage. On va trop loin dans la transparence, vous trouvez ? C'est pas dans la transparence, absolument pas. Là, je suis d'accord pour que l'immunité parlementaire soit levée. C'est pas dans la transparence. Au contraire, on fait une loi aujourd'hui dans laquelle tout le monde va pouvoir débattre et apporter sa pierre à l'édifice pour justement apporter plus de transparence. Et qu'à partir de là, commençons à appliquer cette loi. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il va falloir assez rapidement, à travers cette loi qui, j'espère, sera la plus exhaustive possible sur tous les cas qui nous posent problème, passer enfin à autre chose. Parce que quand on parle de députés ou de sénateurs, c'est moins d'1 millier de personnes et ça fait des mois que ce millier de personnes esqualité accapare l'actualité et qu'il serait temps que nous puissions passer au reste du programme et des chantiers du président Macron qui vont concerner des millions et des millions de nos concitoyens. Donc vraiment hâte que nous puissions, pendant cette session extraordinaire du Parlement, débattre vraiment au fond et d'aller dans les détails de cette loi, y mettre la suppression de l'immunité parlementaire, pourquoi pas, pour qu'enfin, à partir de la rentrée, tout le monde puisse revenir sur le fond du travail qui nous attend pour les 6 années qui viennent. Vous avez échoué 2 fois avant d'être élu député dimanche dernier. Oui. Est-ce que c'est l'étiquette La République En Marche qui vous a aidé à être élu ? Est-ce que c'est pas un peu frustrant d'avoir besoin de cette étiquette pour être élu Non, il n'y a rien de frustrant. Il y a un vrai combat de fond de ma part avec une vraie ligne politique qui était au Modem en 2007 et en 2012, avec justement la signature de la charte de la moralisation de la vie publique des candidats. C'est ce qui m'a permis d'obtenir mon investiture maintenant en 2017, ce travail de fond, cette ligne droite dans laquelle j'ai avancé. Et justement, il y a eu une vague Macron, j'en ai bénéficié, j'en suis très conscient. Je suis très conscient et très heureux d'avoir pu profiter de travail d'équipe des comités En Marche qui m'ont énormément aidé. Et je leur en suis reconnaissant et redevable. Et il n'y a aucune frustration pour moi, parce que
j'ai mes capacités, j'ai mes velléités, et je veux arriver au Parlement pour mettre toute mon énergie à la disposition donc, de l'ensemble des groupes et de mes collègues pour que nous puissions travailler sur ces textes. Et c'est ce qui me rend heureux. Et s'il y a un coup, c'est de reconnaître que d'autres m'ont permis de le faire, mais je le reconnaîtrai tous les jours et je viendrai signer tous les jours mon engagement de fidélité vis-à-vis d'eux. Merci beaucoup. Merci d'avoir été l'invité politique de CNews. On se retrouve dans un instant, juste après une courte pause.